Maître Comte, le témoin a fait état de ses convictions au sujet de l'assassinat de M. Baudief. Vous connaissez la conviction de sa femme et de son fils. Pouvez-vous l'exposer au tribunal? Ahmed Djebbar, je n'avais pas de relation privilégiée avec Mme Baudief ni avec le fils aîné du président Baudief. Le seul jour où le fils du président Baudief est venu me voir dans mon bureau de conseiller, c'était pour un problème matériel. Maître Comte, ce n'est pas ma question. Je ne parle pas de la relation. Connaissez-vous la conviction de Mme Baudief et de son fils quant à l'assassinat de leur mari et père? Ahmed Djebbar, j'ai lu ces convictions dans la presse comme tout citoyen. J'ai entendu Mme Baudief, sous le coup de l'émotion, les jours qui ont suivi l'assassinat, dire des choses. J'aurais pu dire les mêmes choses sous le coup de l'émotion, mais j'étais aussi conseiller à la présidence. J'étais un homme politique, donc je me devais et je me dois de prendre du recul, de m'informer, de faire des analyses. Quant à ce que l'on pouvait connaître de l'institution militaire pour pouvoir exprimer contre elle des présomptions, je dois préciser, pour ce qui me concerne, que je n'ai eu l'occasion de voir le chef d'état-major de l'armée algérienne à la présidence qu'à l'occasion des réunions du Haut Comité d'État. C'était pour moi un personnage aussi abstrait que lorsqu'il apparaissait dans les médias. Je n'avais aucun lien direct avec lui, mais j'ai eu le privilège de parler en privé avec des soldats, des sous-officiers, des officiers en dehors de la présidence, et cela renforce des convictions. Maître Comte, ma question était de savoir si vous connaissiez les convictions de la famille Baudief. Pouvez-vous les exposer au tribunal? Ahmed Djebbar, leur conviction est que le procès qui a suivi l'assassinat du président Baudief ne dévoilait pas toute la vérité. Le président, c'est laquelle, Ahmed Djebbar, qu'il aurait été victime d'un complot de la mafia politico-financière. Mais je n'ai jamais compris ni déduit des propos publics ou privés de Mme Baudief que le responsable de l'assassinat du président était l'institution militaire en tant que telle. En revanche, l'hypothèse qu'il y avait une convergence d'intérêts entre différents groupes qui étaient en faveur d'un statu quo et qui ont pu comprendre que le président Baudief était venu pour s'attaquer à eux, cette hypothèse apparaît tout à fait plausible. Il y a eu peut-être une convergence d'intérêts, d'opinions qui a créé un climat, un contexte. Cela n'est pas la même chose que d'affirmer que c'est telle ou telle institution bien identifiée dans le cadre d'une stratégie mûrement réfléchie qui a ordonné l'assassinat du président Baudief. Des voix s'élèvent. Au lendemain de l'attentat, des voix s'élèvent, y compris dans le haut commandement de l'armée, afin que les responsables des services et jusqu'au plus haut niveau assument la responsabilité en démissionnant ou, s'ils refusent, qu'ils soient contraints au départ. Le général Toufiq est particulièrement visé. La veuve du président Fatiha Baudief m'interpelle. Elle exige son départ. En d'autres temps, je n'aurais pas hésité à prendre les décisions que beaucoup de personnes demandent, se rendre aux raisons de Mme Fatiha Baudief dans le contexte de fragilité sécuritaire du pays, aurait été offrir aux intégristes une victoire totale. La décapitation des services et l'opprobre jeté sur leur chef venant après la mort du président aurait mis le pays dans une situation encore plus difficile. J'ajoute que le doute concernant l'innocence de Toufiq et de ses adjoints ne m'a pas effleuré un seul instant. Je connaissais ces hommes et mon intime conviction était qu'ils n'étaient ni de près ni de loin impliqués dans ce qui s'était passé à Annaba. Maître Comte, dernière précision, est-ce que vous pensez que la sortie de crise telle que l'envisageait M. Baudief, à savoir la préparation d'élections présidentielles, pouvait en effet entrer en conflit avec un certain nombre d'intérêts que vous pouvez par ailleurs identifier compte tenu de votre position? Ahmed Djebbar, ce qui est sûr, c'est que l'hypothèse que cela pouvait entrer en contradiction avec l'institution militaire ne nous est jamais venue à l'idée. En revanche, nous avions le sentiment que cela entrait en contradiction avec une partie de la société et une partie de la classe politique. L'histoire montre que le plus important dans les grands événements comme l'assassinat de Kennedy, de Baudief et d'autres, ou même l'assassinat d'Henri IV, si l'on veut remonter dans le temps, ce n'est pas le bras armé, ce ne sont pas les causes factuelles, mais des éléments plus profonds qu'il faut rechercher dans les forces sociales en présence dans les éléments de la crise. Compte tenu des intérêts en jeu, de la confusion politique qui régnait alors dans le pays,
de l'inexpérience dans la lutte pour la défense de la République, de l'excès de confiance du président et de son entourage, n'importe qui pouvait être un Ravaillac à Alger en 1992 s'il disposait des conditions minimales pour réaliser son crime. Ces questions et ces réponses sont importantes car elles mettent en évidence ou en apposition les suspicions de l'avocat, suspicions partagées par de nombreuses personnes et les évidences de quelqu'un qui a vécu les choses de l'intérieur. Ahmed Jebbal a répondu selon sa conscience et en toute connaissance de cause. Je veux ici apporter quelques éclairages à propos de la mafia politico-financière, aux convictions de la famille Bodief et au fait que la préparation d'élections présidentielles pouvait en effet entrer en conflit avec un certain nombre d'intérêts. À propos de la mafia politico-financière, j'ai évoqué dans les pages précédentes ceux qui ont donné des montants et ciblé nommément des responsables. 26 milliards ici, Benjdid ou tel général là-bas. Et j'ai dit ce qui sous-tendait leur allégation et comment placer au pied du mur par la justice pour étayer leurs propos par les preuves qu'ils disaient détenir, ils s'étaient dédits ou avaient pris la fuite. Lorsque j'ai évoqué les tentatives de prévarication dans l'armée, y compris celles qui ont réussi, l'ai-je fait pour porter préjudice à des compagnons appartenant à une autre catégorie de militaires souvent hostiles à celle où les partisans du bon millésime du maquisard et des écoles saines là et suspectes ailleurs m'ont placé. Je l'ai fait pour démontrer que ceux qui étaient à la tête de l'armée en juin 1992 étaient les mêmes qui n'ont pas trompé dans les détournements d'argent et qui ont empêché les autres de le faire. Comment peuvent-ils être suspectés d'avoir fait assassiner Bodief pour se protéger de futures enquêtes? Rien ne nous séparait de Bodief sur le plan doctrinal. Sa mort nous a frappés au cœur. Il était la clé de voûte de l'édifice que nous avions construit dans l'urgence. Ahmed Jebbal a répondu comme je l'aurais fait moi-même, mais cela ne l'empêche pas de s'interroger sur la personnalité de l'assassin et sur nos propres failles, comme je vais le faire moi-même dans les pages qui suivent. Puis, il y a eu la phase de l'enquête. On nous a présenté un militaire, un officier d'élite, qui aurait été l'auteur de l'attentat. Personnellement, je ne conçois pas qu'une institution militaire qui se respecte, avec sa richesse et sa diversité humaine, avec son histoire et celle du pays, qui est dans la mémoire des jeunes officiers de cette armée, qui ont une certaine idée de leur rôle, de leur devoir. J'ai pu le constater en visitant l'école militaire de formation supérieure de l'ENITA et l'académie militaire de Chirchel. Je ne conçois pas que des responsables dans cette institution aient pu avoir la bêtise de fabriquer ou de ne pas avoir été assez vigilants pour laisser commettre un attentat par l'intermédiaire de l'un de ces officiers d'élite. Certains de nos amis nous reprochent donc de ne pas avoir été assez vigilants. Je ne peux pas ne pas répondre à l'interrogation sincère et douloureuse des compagnons de Mohamed Bodief. Je le fais, non pas pour dégager notre responsabilité, mais pour dévoiler certaines réalités auxquelles nous n'avons pas su faire face. Devant la commission qui l'interroge, Mbarak Boumarafi. L'assassin ne cache pas ses convictions islamistes. Ses convictions sont connues des recruteurs pour les maquis qui agissent à la périphérie des installations de l'ANP et qui sont à l'affût du moindre interstice pour y pénétrer. Ainsi étaient obtenus les ralliements des sous-officiers qui ont ouvert les portes de certaines casernes aux tueurs tapis à proximité de nos murs d'enceinte. Boumarafi, lui, répond au rabatteur du fils qu'il ne rejoindrait le maquis qu'après avoir accompli la mission qu'il avait en tête. Un acte comme celui d'un abat présuppose plusieurs conditions pour ces commissions. Une volonté de passer à l'acte, une ambiance générale et enfin une occasion. À la veille de l'attentat, l'atmosphère de crise est au summum par les prêches virulents d'imams improvisés, l'arrestation d'Abbasi Ibn Hajj, l'arrêt du processus électoral, les appels à la guerre sainte, les surenchères des leaders du FLN, du FFS et de certains avocats des intégristes et enfin et surtout par la proximité du procès des chouyours. Les menaces œil pour œil reviennent sans cesse à mesure que se rapproche le procès des chouyours. Les militants ayant choisi l'exil pour, selon eux, échapper à la répression déclenchée par la junte s'organisent en réseau,
La politique française, qui est, le moins qu'on puisse dire, réservée en ce qui concerne l'arrêt du processus électoral, leur facilite l'installation dans l'Hexagone. Ils obtiennent des titres de séjour qui leur permettent de se déplacer sans entrave à travers l'Europe pour mettre en place l'organisation tentaculaire qui va leur permettre d'aider ceux qui restent actifs en Algérie. L'hebdomadaire L'Express, dans son édition de la première semaine de juin, cite un certain Qamar el-Din Kharben qui est en France pour venger une éventuelle condamnation à mort des chefs islamistes dont le procès est programmé pour le 27 juin du mois. À mesure que se rapproche cette date, l'inquiétude grandit en France. Les services français s'attendent à des actions de représailles violentes ciblant nos personnels diplomatiques, nos avions qui atterrissent sur leur aéroport et nos bateaux qui accostent dans leur port. Nous savons que Qamar el-Din Kharben, qui a fait l'Afghanistan, qui était responsable des jeunesses du fils, a reçu une autorisation de séjour de la préfecture du Val d'Oise. Les Français envoient des signaux contradictoires. Sans doute pense-t-il que la victoire des intégristes est inéluctable et ils gardent des cartes au chaud. Ils prennent date et ils louvoient. De ce qui ressort des échos qui nous parviennent de l'autre côté de la Méditerranée, de ce qui s'écrit sur les murs des immeubles de nos cités, de ce qui monte des mosquées sous l'influence des salafistes, les menaces visent par ordre de priorité le président du HCE, le chef du gouvernement, le ministre de la Défense et celui de l'Intérieur. Mais cette liste est loin d'être limitée. Des ministres comme Tahar Hamdi et Ma'ammar Ben Gerba échappent par miracle à des attentats, comme d'ailleurs un peu plus tard, Moqdad Sifi, le successeur de Reda Malek, à la tête du gouvernement. Les services de sécurité renforcent les dispositifs habituels qui protègent les personnalités nationales. Nous étendons cette protection même aux chefs de parti qui sont loin d'être tendres avec nous, une provocation n'étant pas à exclure. Les forces islamiques mondiales. Un message des forces islamiques mondiales des combattants d'Allah, diffusé en Algérie par les militants du Fils, déclare en substance: la guerre djihad doit s'engager entre, d'une part, la nation musulmane d'Algérie et, d'autre part, le Haut Comité d'État formé d'une bande de mécréants qui combattent dans le sentier du Tarout. Nous demandons à la communauté musulmane internationale et algérienne en particulier de lutter sur le sentier d'Allah par tous les moyens possibles pour éliminer, tuer les membres du Haut Comité d'État, les préfets, les commissaires de police, les généraux, les colonels, leurs familles, leurs collaborateurs qui s'opposent anticonstitutionnellement et illégalement par la force à la volonté librement exprimée par le peuple algérien. Le texte poursuit. Ce combat islamique contre les ennemis de l'islam doit aussi cibler les possessions du gouvernement algérien à l'extérieur ainsi que les personnalités et journalistes qui appuient ce gouvernement formé de despotes, de dictateurs et d'impies. On en revient également à l'antique loi du talion, dont l'application est expressément revendiquée. Un de nos frères qui meurt dans les camps ou est tué par les forces de l'ordre, immédiatement il doit être vengé et un collaborateur du gouvernement fantoche doit être abattu. Un de nos frères est battu dans les camps de concentration ou dans un commissariat, immédiatement il doit être vengé et un collaborateur du gouvernement fantoche doit aussi être battu et torturé. Ravis d'avoir été entendus, les auteurs ajoutent: depuis le jour 2 février 1992, où nous avons lancé notre premier appel à la lutte contre la junte au pouvoir et ses collaborateurs, plus de 70 policiers algériens ont été tués. Nous félicitons nos frères algériens membres de nos cellules de combat pour l'élimination de ces chiens du pouvoir. Mais pour la victoire finale, il faut tuer beaucoup plus. Et l'apogée de l'appel s'inscrit avec la fin du texte. Aucun parmi ceux que nous avons désignés ne doit échapper au châtiment d'Allah. Tous ces traîtres à la nation musulmane doivent mourir. Et si le 27 juin 1992, nos frères sont condamnés, nous tuerons des milliers de traîtres en signe de représailles. Bodief, le salaud, le chien galeux, doit mourir dans d'horribles souffrances. Sa famille cachée au Maroc doit subir le même sort. Ces déclarations poussent au crime sont d'ailleurs reprises et amplifiées à travers le monde.
Dans un appel à la lutte armée, une fondation internationale musulmane activant au Canada qui divulgue ses adresses, numéros de téléphone et télécopies, le nom de son responsable, Youssef Ma'ammar, réitère les accusations des forces islamiques mondiales, prononce les mêmes condamnations et incite au meurtre global et indifférencié. Les membres du HCE et tous ceux que les forces islamiques avaient déjà condamnés doivent mourir de la main des vrais musulmans engagés dans le djihad. Ce message des forces islamiques mondiales et l'appel de la Fondation musulmane du Canada sont caractéristiques des méthodes et objectifs de l'action salafiste violente. Il méritait dès lors d'être largement reproduit pour rappeler à l'opinion démocratique européenne de la décennie 1990 quel a été le sens de l'interruption du processus électoral, évitant à l'Algérie de tomber sous la domination de l'État théocratique prôné par ces fous de Dieu. Boumaalafi appartient à cette catégorie de jeunes fanatisés qui divinisent leur maître à penser au point de vouloir venger leur éventuelle condamnation, y compris par le parricide. Boumaalafi a appuyé sur la gâchette, mais Mohamed Boudiaf a été tué par ceux qui ont voulu abolir la révolution de novembre, par ses anciens compagnons des prisons françaises qui ont refusé sa main tendue, par certains chefs de gouvernement de Benjdid qui ont sali toute l'administration algérienne, par les frères, les amis et les voisins qui ont déversé sur le HCE 1000 mensonges, par ceux qui nous ont refusé le modèle républicain et qui nous ont mis sous embargo, par ceux qui se sont affolés quand nous avons parlé d'élections présidentielles pour la fin de l'année. Le retour aux élections signifiait la fin de la crise politique et cela, ils ne pouvaient pas l'accepter. Ce sont ces 1000 poisons qui étaient dans la tête de celui qui a appuyé sur la gâchette.